Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les belles histoires, eh bien restez avec nous parce que les deux histoires que nous allons vous raconter sont un petit peu particulières. Une alias story pour devenir juif, c'est un peu le motto de cette émission. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors bonjour à tous les deux. Alors je vous présente, voilà, vous vous connaissez, vous, mais nous, on ne vous connaît pas. Donc Yitzhak Livarek, bonjour Yitzhak. Enchanté. Tu es en Israël depuis le mois d'octobre. Exactement. Et Donovan Vervial, et toi tu es en Israël depuis le 3 décembre 2017. Oui, exact. Bienvenue. Shalom. Merci. Ah ben, shalom, voilà, ça parle déjà hébreu, c'est formidable. Vous allez bien ? Très bien, merci. Merci de me recevoir. De rien. On vous reçoit tous les deux parce que vous faites tous les deux partie de l'Ulpan de conversion d'Ela Nativ. Voilà, dirigé par Madame Kahn, qu'on salue. On est très content de vous recevoir. Vous avez deux histoires complètement différentes. Et vous teniez particulièrement à faire l'Alia. Pourquoi ? Donovan. Eh bien, je comptais faire l'Alia par rapport à mon histoire en France. Je voulais venir depuis un certain temps en Israël. Alors, ton histoire en France, nous, on ne la connaît pas. Il va falloir que tu nous en dises un peu plus. Ben, en fait, j'ai été adopté à l'âge de 3 ans par une mère qui est juive. Ouais. Et donc, mais mariée avec un non-juif ? Oui, voilà. D'accord. Mais le fait est que, vu que c'est quand même une adoption, et que j'ai pas eu de Brit Mila ni rien, je devais faire un guiour de conversion pour être vraiment juif. J'ai pu avoir accès à l'Alia. Okay. Par rapport à ma mère, avec son certificat de judéicité. Ouais. Mais moi, en tant que tel, en Israël, je ne suis pas considéré encore comme juif. Voilà. Bon. Je suis israélien, mais il n'y a pas marqué dans les dossiers que je suis juif. Donc si j'avais voulu me marier un jour, en fait, on m'avait prévenu, on m'a dit, vous aurez des problèmes. Il faut que, si tu veux te marier avec une juive, il faudrait que tu te convertisses. Voilà. Alors, mais venir en Israël, c'était important. Tu aurais pu te convertir en France et ne pas venir en Israël. Oui, c'est vrai. Alors, le truc, c'est qu'en France, j'avais des projets, on va dire, militaires. Et j'ai préféré les faire ici, en fait, tout simplement. Tu étais attiré par une carrière militaire, oui, mais voilà. tu as préféré Israël. J'ai préféré la faire en Israël. Pourquoi ? Par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à mon lien avec le judaïsme. Ouais. Et surtout, parce que Israël, tout le monde en parle. Et ça t'attirait ? Ça m'a attiré. C'est ma grand-mère qui a mis la puce à l'oreille à ma mère, qui, elle, ensuite m'en a parlé. Okay. Elle m'a dit, il y a un pays en Israël, tu peux faire l'armée là-bas, pourquoi tu n'y vas pas ? Bon, au fur et à mesure, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, très bien. Maintenant, pour ce qui est du côté religieux et du côté, pour du guiour... la conversion. Guiour, voilà. Ça veut dire conversion. Je me suis dit, dans ce guiour-là, on va devenir religieux, on ne va pas devenir simplement juif. Donc le fait de faire l'Alia, c'est changer de vie, on va dire, mais aussi de mode de vie. Devenir plus religieux, devenir pratiquant. Voilà. C'était important pour vous. Recevoir deux identités, on va dire. Mais c'est ça qui est extraordinaire, parce que vous ne l'avez pas dit, mais moi je le sais, vous venez de Colombie, enfin vous êtes né en Colombie, vous avez été adopté à l'âge de 3 ans, vous connaissez vos parents biologiques, et pourtant vous avez encore décidé de changer vraiment d'identité. Changer, oui, mais c'est surtout l'éducation que j'ai reçue. Mes parents m'ont jamais rien caché sur mes origines, mais ça m'a jamais intéressé plus que ça de savoir le passé. Oui. Je suis plus concentré sur le futur, voilà. Et en Israël, oui, comme vous l'avez dit, c'est un changement de vie, et donc j'ai voulu vraiment aller faire les choses à fond et sérieusement. Changer de trajectoire de vie, on va dire. Changer de trajectoire. Alors vous aussi, Yitzhak Livarek, vous avez voulu changer de trajectoire, mais ça n'a pas été si évident. Ouais. Alors vous, votre maman n'est pas juive, c'est votre père qui est juif. Ouais. Et pour vous, quand vous étiez petit, le judaïsme, ça se résumait à boire de l'alcool et jouer du violon. Boire de l'alcool, je ne sais pas, mais en tout cas... Non, En tout cas, à l'image que vous en aviez, par votre famille. L'image que j'avais du judaïsme dans ma famille, c'est une famille qui a été marquée, bien sûr, comme beaucoup d'autres, par la Shoah. J'ai des grands-parents qui n'étaient pas du tout religieux, mais qui se sentaient très juifs. On m'a toujours éduqué en me disant, tu es juif, tu dois être fier de ce que tu es, d'être juif. Mais pas de pratique. Il n'y avait rien de juif à part le souvenir en fait de nos défunts et des petites fêtes. Et encore, la seule fête qu'on célébrait à moitié, on va dire, c'était Pessah. Ouais.
Et voilà, en fait, j'ai dû jouer du violon parce que j'étais juif. C'est ce qu'on m'a vous m'a forcé à jouer du violon quand j'étais petit parce qu'il fallait jouer du violon. Et on m'a dit que c'est l'instrument que je pourrais emporter avec moi si un jour il y avait un problème. Donc c'était vraiment une image très triste et loin de la religion, loin de la beauté du judaïsme quand je pense commence à de plus en plus le comprendre. Alors vous avez étudié à Paris, à l'université, la belle université de Paris-Dauphine, en finance. Vous avez poursuivi vos études à New York, mais vous n'étiez pas du tout intéressé, on va dire. Peut-être qu'à cette époque ça commençait, mais jusqu'à 17 ans, c'était pas tellement votre truc, la religion. Non. Pourquoi ? Je pense que je suis aussi, comme tout le monde, le produit de mon éducation, même si j'ai pas été éduqué dans la détestation du côté religieux, c'est juste qu'en fait on me l'a jamais proposé et que de moi-même, avant l'âge de, on va dire, d'avoir une certaine maturité vers 16 ou 17 ans, je me suis pas posé ces questions-là sur l'existence de Dieu, sur... Alors qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans ? C'est une bonne question. J'ai une période de ma vie de plusieurs mois où je dormais pas la nuit et je me posais la question, mais est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que Dieu existe ? Parce que je suis pas vraiment du point où, quand j'étais petit, je croyais pas en Dieu. Tu as grandi dans une ambiance où personne ne croyait en Dieu, en fait. Non, mais on sentait... Il y avait quand même ce côté identitaire du judaïsme très fort, mais pas du tout religieux. Donc voilà, je pense qu'en gagnant en maturité, j'ai commencé à me poser ces questions sur le sens de la vie, sur est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond que... simplement le train-train quotidien. Et qu'est-ce que tu pensais des religieux jusqu'à ce moment-là ? Pour moi, en fait, j'ai toujours mis le judaïsme à part parce que je le connaissais pas vraiment et c'est pas quelque chose... Même si j'étais, entre guillemets, profondément d'origine juive, je savais pas ce que ça voulait dire être juif religieux. En fait, j'avais une vision très chrétienne de la religion où pour moi, la religion, depuis tout petit, j'avais l'image de quelque chose qu'on donnait aux gens qui avaient peur de ce qui se passait après la mort et qui avaient besoin d'avoir des réponses. Et donc d'avoir des réponses, d'avoir une béquille pour se rassurer. Exactement. Et donc, c'était ça le point de départ de ma non-croyance et de ma non-acceptation. Et puis, j'avais quand même des questions sur le judaïsme parce qu'il y avait quelque chose de spécial, etc. Un peu impalpable, inexplicable. Et vers l'âge de 16-17 ans, je me suis demandé... Comment ça se fait qu'il y ait autant de juifs qui soient des génies qui réussissent, des scientifiques, etc., et qui soient religieux ? Pour moi, c'était... Ils sont scientifiques, ils sont cartésiens, et en plus ils sont religieux. C'est bizarre. C'était totalement incohérent. Et je me suis dit, mais peut-être que ces gens-là sont plus malins que moi, parce qu'il y en a plus que moi, et ils sont sûrement plus matures et plus malins que moi, donc je vais regarder s'il y a peut-être quelque chose que j'ai pas encore compris. Alors quoi, tu as commencé à t'intéresser... Alors voilà, j'ai commencé à acheter des livres de halakha, d'études quotidiennes, de daf yomi, Ah oui. Tu t'es bien renseigné quand même. Quand j'étais à New York, en fait, j'ai commencé à lire une série qui s'appelle The Daily Dose of Torah, où je lisais ça quand j'allais au boulot le matin dans le métro. En gros, 20-25 minutes de lecture, ou un petit peu de halakha, un petit peu sur la paracha de la semaine, un petit peu de moussar, un petit peu sur le sidour. En français, c'était en français ou en anglais ? En anglais, ouais. Et... en fait, au bout de quelques jours, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce soit humain, une telle profondeur et une telle logique. J'étais vraiment bouleversé par ça, en fait. Pour moi, c'était évident que... qu'il y avait une puissance supérieure. C'était inconcevable que ce soit quelque chose d'origine humaine ou... Et voilà, plus j'avançais, plus je comprenais cette vérité. Et petit à petit, j'ai mis en pratique... c'était pas facile parce que j'avais ma vie d'étudiant qui avait rien à voir avec ça, mais en même temps j'étais un peu tiraillé des deux côtés. Parce que ta vie d'étudiant te plaisait bien. Exactement, ce petit confort d'une bonne vie à New York, d'avoir des amis, de manger ce qu'on veut, de sortir quand on veut, etc. Et en même temps, cette petite chose qui brûle au fond de soi, qui se dit il va falloir que tu l'acceptes un jour ou l'autre, mais c'est ça la vérité. Et il va falloir que tu t'arrêtes et que tu t'ailles là-dedans. Et honnêtement, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Puis c'est pas facile d'abandonner une vie qu'on aime bien. Ouais. Et voilà, petit à petit, plus je me renforçais, entre guillemets, en comprenant ces choses-là et en pratiquant. Tu étudiais sur Internet aussi ? Beaucoup sur Internet. J'allais parfois à des shurim. En anglais ? En anglais. Ouais. Donc voilà, je me suis
plutôt rapproché par cette voie-là. C'est quoi, c'est les Chabad américaine. qui t'ont tendu la main? Il y avait des Chabad. J'allais souvent dans les centres Chabad pour Shabbat. Et voilà, d'autres mouvances. En fait, j'habitais à Brooklyn et à Manhattan, et quand j'habitais à Brooklyn, c'était plus facile. Ouais, c'était du tourisme, quoi. J'étais fasciné. J'allais au fin fond de Flatbush, chez les Haredim de Satmar, et j'allais faire mes courses au milieu pour avoir une cache-route et des supermarchés. J'avais jamais vu ça, avec des sushis, des gigots, des ça choses donne de l'espoir pour pouvoir bien manger je me suis dit, cachère. Ouais, je me suis dit au final, en fait, donc c'est pour ça qu'Israël n'était pas directement dans mon esprit au départ. Je me suis dit, waouh. New York est une ville extraordinaire. On peut être juif à New York. À Paris, en fait, j'avais pas eu cette idée-là, parce que pour moi, tous les juifs à Paris se cachaient. Ils n'étaient pas fiers d'être juifs comme ils étaient à New York, alors qu'à New York, ils vont se balader avec le drapeau d'Israël sur le dos de leur voiture, et les gens non juifs ou n'importe qui vont très bien s'entendre, et tout le monde est fier d'où il vient, et tout le monde se mélange bien. Donc, espérons que ça dure, parce que l'actualité est brûlante. Malheureusement, en ce moment, ouais, c'est pas génial. Malgré tout, il y avait cette atmosphère-là, cette ambiance-là, et je voyais des gens au travail sur des floors de trading avec des tzitzit, kippa et un chapeau, et qui étaient chômeurs Shabbat, et je me disais, ah ouais, c'est possible en fait de vivre cette vie-là en étant un juif religieux. D'être trader et d'être religieux. Et qu'est-ce que pensait votre famille de votre évolution? Ils étaient au courant, ils se rendaient compte, parce qu'ils étaient un peu loin, donc forcément, ils ne vous voyaient pas au quotidien, mais... Je pense que ma mère s'inquiétait pas trop, c'est plus mon père en fait qui s'inquiétait. Il m'a dit deviens pas un barbu austère, et parce qu'il avait cette image là d'un juif qui connaît pas les religieux, qui connaît pas qui a toujours eu cette barrière en fait que si on ne va pas au-delà, on découvre pas ce que c'est la Torah, le judaïsme et ces gens-là. Donc alors, vous avez décidé de venir en Israël, finalement, suivre un ulpan de conversion dans les règles de l'art, on va dire, pour vraiment devenir juif à part entière. Alors, tous les deux, je crois que vous avez découvert cet ulpan de conversion de la même façon. Alors, comment vous avez... Moi, c'est à la fin de mon ancien programme, Massa Bereshit. Ouais. À la fin, on m'a demandé ce que je voulais faire. On m'a dit, tu vas faire l'armée, tu vas faire ça, mais... tu sais qu'il y a le cours natif qui existe, comme je vous l'ai dit. Je pouvais me convertir à la fin de l'armée, mais j'ai préféré, en fait, ça faisait 1 an que j'étais en Israël, et je suis tombé avec des gens, on va dire bien, j'ai rencontré des gens, j'étais bien entouré. Tu aurais pu faire l'armée en tant que non-juif et te convertir en fin d'armée, c'était ce qu'on te proposait. C'était ce qu'on me proposait, mais finalement... je me sentais déjà juif, en fait. Mais j'ai découvert, par le biais d'une de mes madriras, qu'il existait un giour, enfin même sur le site de l'agence juive, ils en parlent, ulpan de conversion. Alors c'est écrit en petit. Et grâce à votre émission surtout. Ouais, vous avez vu l'émission aussi, sympa. Ouais, je pense qu'on a tous les deux vu sur l'agence juive. Sur le site de l'agence juive, il y a marqué ulpan de conversion. L'ALIA, et en fait c'est très flou en fait quand on voit quelque chose, on se dit déjà se convertir c'est quelque chose de un certain processus qui implique. Il n'y avait pas beaucoup de détails. Exactement, en fait. Et donc vous avez tapé sur Google. On a tapé conversion, judaïsme, Israël, Kalita, etc. On a trouvé Kalita par la suite. Et je pense qu'on a tous les deux vu l'émission que vous avez fait avec Dvorah Khan. Il faut chercher, et en effet, on trouve les infos quand on veut faire quelque chose. Oui. Donc ça vous a aidé à vous décider. Ça vous a donné. Ça a été très rassurant parce qu'on a vu la manière dont Dvorah a parlé du kibbutz à cette époque-là, je ne la connaissais pas. En fait, ce qui est ressorti de cette interview que vous avez fait avec elle, c'est de la bienveillance. C'est le mot que j'utiliserais. Vis-à-vis de vous. Vis-à-vis des candidats à la conversion. De sa démarche dans l'aide des gens qui... On a tous des parcours très différents, et en même temps on a le même but. Et c'est parfois pas facile pour elle, pas facile pour nous non plus. Alors justement, pour vous, vous entendez bien tous les deux qu'il y avait en fait pas vraiment les mêmes motivations, parce que lui, il a grandi avec une maison où il y avait quand même de la pratique. J'étais peu pratiquant, mais j'ai observé certaines choses quand j'étais petit. Maintenant, juste ce que j'aimerais rajouter, c'est que le fait d'avoir été adopté, il y avait quand même derrière, en grandissant, ce fait que la vie m'avait donné une chance, et je savais pas de qui ça venait en fait.
Être adopté, c'est une chance sur 1 milliard. Devenir juif, être adopté par une mère juive, c'est aussi une chance sur 1 milliard. Donc oui, en effet, j'étais déjà petit et je croyais en quelque chose. Ok. Et le fait de connaître plus profondément le judaïsme, savoir que c'est pas seulement une identité, c'est toute une histoire qui a 4000 ans, ça m'a rapproché. Et donc, vous voulez faire partie de cette histoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Choisir, comme je vous ai dit, son chemin de vie. Voilà, choisir cette histoire-là. Voilà. Et la faire vôtre. Voilà. Ok. Alors, comment ça se passe justement, puisque vous parliez, vous, Yitzhak, des profils différents. Comment ça se passe à l'Ulpan? Je pense que... Il y a des filles, il y a des garçons, il y a des étudiants, Alors cette année, des gens on qui travaillent, il y a un peu de tout. Cette année, on est 5 garçons. Enfin, on était 5, on est 4 maintenant, et 2 filles. Ouais. Je crois que c'est la première année où il y a si peu de filles et autant de garçons, parce que je crois que les autres années, c'est plus les c'est filles bien. par rapport aux garçons. Donc un peu de mixité inversée dans le sens. Voilà, je pense que la personne à qui il faudrait vraiment demander, c'est Advora, parce qu'elle a un peu plus d'expérience au fil des années, mais je pense qu'à la courte échelle de notre année... Votre ressenti à vous? Je pense qu'on a un bon groupe. Ouais. Tout le monde s'entend bien? Oui. Il y a et des les petites motivations tensions à droite, à gauche, mais les motivations ne sont pas les mêmes. Non, mais le but est le même. Mais le but est le même. Donc c'est ça qui nous unit. C'est quand on va avoir une question, on va avoir des marlocotes entre nous, on va être là. Des divergences. Des divergences d'opinions sur des choses, on va débattre. Chacun va donner son opinion et c'est déjà le début de devenir juif en fait, ça, d'avoir des questions et de commencer à pas être d'accord. Ça fait partie, je pense, du fait de... Alors, qu'est-ce que vous cherchez justement dans ces discussions? Vous cherchez des réponses? Qu'est-ce que vous cherchez? Je pense que sur les questions très profondes, etc., on n'a pas énormément de divergences sur le sens même de devenir juif. On est assez d'accord. Après, c'est plus dans ce que ça veut dire, dans l'interprétation et dans la pratique de chacun et de... on va dire sa sensibilité personnelle par rapport au judaïsme. Parce que c'est quand même une sacrée démarche de passer le pas. Parce qu'après tout, quand on a un parent juif, on peut décider d'être un peu plus pratiquant et d'accepter son identité et de dire oui, moi je me sens juif. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs comme ça. Mm-hmm. Je me sens juif. Pour moi, peu importe ce que la halakha pense, pour moi je suis juif. Et rester comme ça, vous auriez pu aussi faire ça. En fait, dans le Giour, on a quelque chose que certains juifs justement n'ont pas, c'est qu'on a des cours, on a reçu des cours assez sur tous les domaines, assez développés avec des profs, on va dire géniaux. Et pendant 7 mois, on a appris, pour ma part, je connais certaines personnes qui connaissent la moitié de ce que toi tu connais. J'ai appris. Et pourtant, on apprend les bases. Donc c'est une sorte de yeshiva en fait. Une yeshiva pour adultes et pour ceux qui ne connaissent pas, qui reprennent tout à zéro. Et qui, au final, au bout de 7 mois, on s'en sort très bien. Et c'est comme ça, on a tous avancé dans le même courant, on va dire. Mm-hmm. Maintenant, comme l'a dit Yitzhak, on ne va pas tous choisir les mêmes courants religieux. Ça, c'est sûr. Mais au final, de ce que le Giour nous a apporté au bout de ces 7 mois, c'est vraiment une base pratique qui nous permet de nous en sortir. Et je suis tout à fait d'accord, pour compléter sur ça. C'est qu'on avait chacun des niveaux différents, à la fois dans la théorie et dans la pratique. Et si je peux parler de mon cas personnel, de ce que m'a vraiment apporté Nanativ, c'est que la théorie, en fait, on peut l'avoir dans les livres et que moi, ça m'intéressait. Donc j'avais déjà une petite connaissance là-dedans. Mais dans la pratique, il faut vivre un Shabbat, il faut vivre un Yom Tov, il faut vivre des fêtes en famille, il faut vivre une vraie tefila tous les jours sans rater un office. Il faut, en fait, cette rigueur et à la fois s'imposer cette rigueur qui, à la fin, devient un plaisir et quelque chose sans lequel on ne peut pas faire une fois qu'on s'y est habitué et que ça prend tout son sens pour nous. Donc je pense que c'est vraiment ça qui manque, par exemple, des quelques témoignages que j'ai vus sur les conversions en France avec le consistoire, c'est que je sais qu'il y avait des familles référentes pour les gens avec la volonté de se convertir et que... ici c'est différent parce qu'on est en immersion. C'est une immersion totale en fait, donc c'est pour ça que ça va aussi beaucoup plus vite. Alors, vous en êtes où justement, puisqu'on parle de ces 7 mois, vous en êtes où là? Bezrat Hashem, on a le Bedin dans 2 semaines. Pardon. Le Bedin dans 2 semaines. Okay. Le Giour est fini en somme. Là, en somme, vous attendez... On est sur la fin et donc on fait les révisions et le compte-rendu de tout ce qu'on a fait cette année. Ouais. C'est l'heure du bilan. Exactement. Voilà. Vous êtes angoissé du Bedin qui approche? Non, je suis heureux et impatient. Surtout. Heureux et impatient. Et toi? Je ne suis pas vraiment angoissé. On a fait quand même des efforts et...
comme je vous l'ai dit, on part de vraiment rien pour certains, et savoir le chemin qu'on a fait ici, on est content aussi que ça se termine, parce qu'au final, on sait que ça va porter ses fruits et que ça a été fait pour un but précis. Qu'est-ce que vous allez faire au lendemain du Bet Din pour le premier jour de votre nouvelle vie? Moi, il y a quelque chose que je veux faire, c'est pouvoir compter dans un minyan. C'est que il y a une situation. Un minyan, c'est un groupe de 10 hommes juifs pour la prière, c'est le minimum pour pouvoir réciter certaines prières, comme le Kaddish. Moi, les moments où c'était gênant parfois, où en fait, dans la première phase de mon rapprochement du judaïsme, je me considérais pas comme quelqu'un de non-juif qui voulait se convertir, mais je me considérais comme un juif qui faisait teshuva. Mais pourtant, selon la halakha, vous n'étiez pas juif. Exactement, donc ça j'ai mis un peu de temps à l'accepter, et bon, aujourd'hui je vis très bien avec, et je suis même content d'avoir eu cette chance de choisir de devenir juif, parce que ça prend tout son sens pour moi. Mais la première chose que je veux faire, je pense, c'est sûrement aller au kotel en tant que juif, et si possible compter dans un minyan et être le 10e du minyan, parce que parfois il y a des moments où on était juste 10 personnes dans le minyan. En tant que volonté de se convertir, on était le 10e, mais ils disaient ah yesh minyan, et non, on arrive, non, attendez, on est que 9. On peut pas. Et ça parfois voilà, maintenant. D'accord. Et toi, Donovan? Bon, c'est vrai que c'est un peu profond ce qu'il a dit, mais en somme, ça résume la situation. C'est vrai que depuis qu'on est ici, le fait de ne pas être juif, on avait cette... on ne se sentait pas comme tout le monde. Voilà. Après, une fois qu'on aura ce papier, bon, je vais appeler ma mère, la première chose. Elle va être contente, toute ma famille. Mais après, oui, on sera vraiment intégré dans ce pays, on se sentira vraiment chez nous. On l'est déjà, mais il l'a très bien dit, ça sera un poids en moins. C'est vrai qu'on était... Personnellement, moi aussi, je me sentais un peu gêné de savoir que, au final, j'étais pas comme les autres. Ouais, donc là, ça y est, ça va. Une fois le lendemain, voilà, tout se passera comme prévu, on va dire. Et tu vas rentrer à l'armée donc bientôt? Oui, voilà, le 28 août, oui. Le 28 août, donc je vais demander justement les unités religieuses. Là, maintenant, je pourrais. C'est des unités qui m'étaient fermées à l'époque. Mais maintenant, tu peux. Voilà. Et après ce Giour, avec ce que ça nous a apporté, les connaissances, je pense que ça m'a donné envie de continuer. Et dans ces unités-là, justement, j'aurai encore une nouvelle communauté, et ça sera, pour moi, je pense que ça sera le meilleur départ, on peut dire. Oui, bah oui, dans votre nouvelle vie, voilà. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De réussir le Bet Din et de vivre comme des juifs chômeurs Torah ou mitzvot. Et vous restez en Israël alors, j'imagine. Ouais, vous restez. Bon, je vous souhaite aussi de fonder une belle famille. Merci. Et voilà, de vous enraciner dans la terre d'Israël. Merci beaucoup d'être venu et de vous être livré pour ce beau témoignage. Donc voilà, donc si vous voulez avoir des renseignements, parce que vous allez certainement faire naître d'autres envies, eh bien vous pouvez télécharger l'application. On ne le dit pas assez. Studio Kalita, donc sur App Store ou sur Google Play. Et puis, comme ça, vous pourrez revoir l'émission, voir d'autres émissions sur l'Ulpan Giour d'Ena Nativ. Si je peux dire un petit mot de la fin. Ouais. Je voudrais remercier vraiment Dvorah Khan et tous les professeurs de Ena Nativ qui font un travail extraordinaire, bénévole, depuis maintenant plusieurs années, jusqu'à 20 ans pour certains, depuis le premier Ulpan, et qui sont au quotidien et qui nous donnent une approche d'une belle Torah. Voilà. Ok, on va finir sur ces belles paroles. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous aussi. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.